en fait, ça a toujours existé, l'investissement fractionné. C'est juste de dire on va mettre plusieurs personnes autour de la table et on va acheter quelque chose qu'on n'aurait pas pu acheter tout seul, et en fait, on va juste répartir les bénéfices. Donc, il y a toujours eu dans l'immobilier des club deals immobiliers, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles on allait mettre de l'argent à plusieurs pour acheter un actif qu'on n'aurait pas pu acheter seul. C'est juste là, on va plus loin en rebattant les cartes et en mettant des minimums qui sont très bas et qui permettent vraiment de rendre accessible ça à tout le monde. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous y voilà, alors on revient d'un finalement, je fais rarement ça d'ailleurs, on a déjeuné ensemble avant d'enregistrer, Cédric, du coup c'est difficile pour moi d'enregistrer, de déjeuner avec quelqu'un avant parce que j'ai envie de te faire parler de tout ce que tu fais, mais je me retiens à mort parce que du coup je me dis je vais faire l'épisode avant l'épisode, je déteste ça, tu vois. Ce que tu dis pas, c'est qu'on a mangé light pour éviter de s'endormir pendant le podcast. Aussi, c'est vrai, t'as raison. Cédric O'Neill, donc t'es le fondateur de Brix.co. Je suis ravi de te recevoir ici. On va parler aujourd'hui d'investissement fractionné. Ouais, c'est ça, oui. Et un peu de pierre, d'immobilier, peut-être aussi un peu, je sais pas jusqu'où tu connais l'investissement fractionné ailleurs, dans d'autres domaines peut-être, parce que finalement ça existe, on l'a vu dans des univers de start-up, ça existe dans plein d'endroits, je crois. Ouais, ça existe dans l'art, ça existe dans les montres, tu vois, t'as des start-up aux États-Unis qui font ça aussi dans les voitures de collection. Mais ça existait déjà en fait, l'investissement fractionné. Mais avant de commencer, merci Mathieu pour l'invitation. Ravi d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast. Ça existe. En fait, ça a toujours existé, l'investissement fractionné. C'est juste de dire on va mettre plusieurs personnes autour de la table et on va acheter quelque chose qu'on n'aurait pas pu acheter tout seul, et en fait, on va juste répartir les bénéfices. Donc, tu vois, la bourse, sur le principe, c'est de l'investissement fractionné. T'investis à plusieurs dans des sociétés, il y a des actions. Il y a toujours eu dans l'immobilier des club deals immobiliers, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles on allait mettre de l'argent à plusieurs pour acheter un actif qu'on n'aurait pas pu acheter seul. C'est juste là, on va plus loin en rebattant les cartes et en mettant des minimums qui sont très bas et qui permettent vraiment de rendre accessible ça à tout le monde. Voilà. Ouais, c'est vrai que alors il y a des trucs qui paraissent quand même un peu fucked up là-dedans, parce que quand tu me dis les montres, tu vois, tu te dis bon, avoir un dixième de montre, bon alors souvent c'est peut-être des collections, j'en sais rien, mais tu vois, et pas pouvoir la porter ou voilà, mais en revanche, comme tu le dis, les actions d'une société, c'est du fractionné finalement, hein, donc il y en a sur lesquels on est plus ou moins habitué. Nous aujourd'hui on va parler un peu d'immobilier, ce qui est pas si évident non plus finalement, mais t'allais réagir sur les montres, je sais pas. Ouais, bah après tu peux tout mettre derrière du fractionné. Est-ce que j'investis dans l'économie réelle, tu vois, comme des actions en bourse, au-delà de l'aspect spéculatif, c'est avant tout pour aider une entreprise à se développer, ou alors est-ce que je fais du très spéculatif, ce qui est le cas des montres, de l'art, des voitures de collection, et dans ce cas-là, pour valider qu'il y a un aspect spéculatif, il faut souvent mettre des montants minimums importants. Tu vois, dans l'art, on dit qu'il ne faut pas acheter un tableau en dessous d'1 million d'euros parce qu'au-dessus d'1 million, c'est ceux qui ont le plus de potentiel de gain. Et donc moi, Cédric O'Neill, tout seul, je ne peux pas acheter un tableau à 1 million d'euros. Par contre, si on met tous 100 €, on va pouvoir l'acheter. Et c'est un tableau qui, grâce au marché de l'art qui est un peu fou en ce moment, va prendre 30% de plus-value à l'année. Donc, mais nous, on va parler d'immobilier réel, et c'est ce qui est marrant aussi, parce que tu vois, c'est vraiment tangible, tu peux aller, tu peux toucher, c'est pas un tableau que tu laisses au coffre. Oui, c'est vrai. Après, en effet, finalement, on parle d'immobilier réel, mais enfin, alors quand on va parler de Brix, mais ou d'autres, en fait, au final, tu ne vas pas non plus, si je dois me projeter, aller vivre dans l'immobilier dans lequel t'achètes, que tu achètes, dans lequel tu investis. Donc c'est un peu comme cette montre finalement, ou ce tableau, c'est-à-dire que tu l'as pas dans ton salon, c'est un investissement finalement, quoi.
Ouais, c'est un investissement. Par contre, tu as quand même la possibilité d'aller vivre, si tu veux, dans l'immeuble dans lequel tu achètes. On va pouvoir en discuter, tu vois. Mais nous, on achète des immeubles qui ont une vingtaine d'appartements. Si à un moment donné, tu veux faire la location d'un des appartements, en tout cas, tu peux le faire si l'appartement est disponible. Et en tout cas, tu peux te rendre sur place et aller toucher et voir et visiter l'immeuble que tu as acheté. Au même titre que si tu investis dans l'eau réelle, tu peux acheter les produits. Tu vois qu'il y a une vraie consistance derrière. Ouais. Le tableau, il est au coffre. Bon, tu vas le voir en photo parce que tu as des photos sur Internet, mais tu pourras jamais le toucher. La possession est vraiment immatérielle. Et c'est vrai qu'Internet, alors là-dessus, démultiplier quand même tout ça, parce qu'en fait, la bourse existait avant, mais je prends alors, je sais pas, des univers que je connais bien, ce qu'on appelle le private equity, donc acheter des actions de start-up ou de sociétés, de petites start-up, donc non cotées en bourse. En fait, là-dessus, c'était vraiment réservé à des gros tickets. Alors, le fractionner, tel que je le vois maintenant, c'est plus de dire on va fractionner ces gros tickets. Souvent, c'est ça. Donc, tu peux avoir des accès par certains prestataires à un endroit où, en fait, avant, tu pouvais rentrer que à partir de 100 000, 500 000 ou 1 million d'euros. Là, tu peux commencer à rentrer à partir de quelques dizaines, mais il n'y en a pas beaucoup, mais quelques centaines ou quelques milliers d'euros, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'adore, tu vois, c'est que il y a un aspect révolutionnaire, mais révolutionnaire pas nouveauté, mais au sens d'un point de vue vraiment, je fais la révolution, tu vois, je renverse la table dans la mesure où, en fractionnant sur des très petits montants, tu peux te dire, demain, la caissière, et il n'y a pas de dénigrement derrière, tu vois, mais demain, la caissière du supermarché, donc celle qui a des revenus qui sont quand même modestes, va pouvoir posséder une partie du siège social de l'entreprise qui l'embauche. Tu vois. Et ça, c'est des sièges sociaux qui coûtent 100 millions d'euros. On imagine bien que c'est pas avec des revenus modestes que tu vas pouvoir en acheter une partie. Et ça, tu vas pouvoir le faire très facilement. Donc, il y a un truc où, finalement, l'investissement immobilier, mais du très gros immobilier, ne va pas être réservé à une classe de très riches de la population. Et tu te redonnes accès, finalement, aux 99% de la population à une épargne simplifiée. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je viens d'un milieu assez modeste et on a toujours vu dans ma famille l'immobilier comme une capacité à s'élever socialement. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, tu peux faire de l'effet de levier, donc tu peux mettre de la dette et avoir une surface financière que tu n'aurais pas eue grâce à cet argent que la banque te prête. Donc, pour beaucoup de personnes de la population, c'est le meilleur moyen finalement de se constituer une épargne, une retraite qui va être confortable à la fin de leur vie, parce que en épargnant, je vais me constituer 150 000 euros de retraite à la fin de ma vie en revendant la maison ou en la mettant à la location. Et malheureusement aujourd'hui, tu vois, il y a deux points qui te permettent plus de faire ça. Une paupérisation de l'économie où tu as de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas avoir accès au crédit immobilier et des changements de mode de travail avec des auto-entrepreneurs qui sont jugés instables et précaires par les banques. Et aujourd'hui, en France, mais dans tous les pays un peu modernes occidentaux, tu as plus de 50% de la population qui ne peut pas investir à crédit dans l'immobilier. Donc, tu as une personne sur deux qui ne peut plus utiliser ce levier bancaire pour se constituer une épargne. Et là-dessus, c'est des personnes qui se sont orientées vers d'autres plateformes qui t'ont permis de faire facilement de l'investissement en bourse, de l'investissement sur des crypto-monnaies. Ça réussit pas mal en ce moment parce qu'on est dans un marché haussier, mais il y a quelque chose quand même de très volatile et de très risqué. Et la mission de BRICS à ce moment-là, ça a été de dire pourquoi c'est plus facile d'investir dans Total avec des ramifications dans tous les sens, alors que l'immeuble au coin de ta rue, c'est juste une galère de pouvoir l'acheter. Tu as des frictions dans tous les sens. Donc, on va vraiment simplifier ça de manière très simple avec une plateforme en un clic. Alors, on va venir un peu sur justement tout ce modèle. Moi, c'est un sujet, tu le sais, que j'avais abordé avec un de mes invités il y a un peu plus d'un an. Sur de l'immobilier fractionné, sur ce qu'on appelle de la decentralized finance. Donc DeFi, c'est ça. Tu connais un peu you know the drill, comme on dit en anglais. Tu connais un peu l'univers. Alors la finance décentralisée, c'est principalement associé au Web 3, donc à la blockchain, etc., etc. En fait, tout ce que tu dis là, finalement.
ce qui est assez marrant, c'est que on se demande pourquoi ça n'arrive que maintenant, déjà, parce qu'en fait, en effet, alors il doit y avoir des obstacles peut-être juridiques, légaux, etc. Mais surtout, moi, de ce que j'avais compris, c'est que, en particulier sur la partie décentralisée, il y avait une problématique quand même juridique encore en France. Alors, je sais pas si elle est surmontée. J'en parlais avec Fred Montagnon aussi sur Génération Do It Yourself. Mais comment enfin, pourquoi toi, je crois que t'es pas sur de la finance décentralisée, enfin sur de la blockchain aujourd'hui, hein, c'est ça? Ouais, on n'est pas encore sur de la blockchain. L'idée, c'est d'y aller prochainement. D'accord. Là-dessus, en tout cas, la vision moi que j'ai de l'immobilier, c'est que effectivement, c'est quelque chose qui est très, très sclérosé, très physique. Et donc, on est vraiment aux prémices d'une révolution. Tu vois, dans 10-15 ans, à mon sens, il y aura eu un shift et tu vas passer d'un immobilier qui est complètement physique à un immobilier qui est digital. Et tu vois, tu pourras très facilement, en un clic, acheter et revendre des parts de propriété sur des plateformes comme la nôtre ou comme d'autres. Et ça, tu pourras le faire en France, mais partout à travers le monde. Ce qui est intéressant dans le Web3 et la tokenisation de l'immobilier, c'est que ça a accéléré un processus qui est en marche. Après, nous, on n'a pas voulu, contrairement à notre concurrent américain que tu avais interviewé, partir là-dessus et en faire un élément marketing, parce que on pense que c'est juste un moyen de le faire. Et en fait, c'est le moteur de ta fusée qui te permet de faire ça mieux. Mais en termes d'expérience utilisateur, il faut que ça soit le plus fluide possible. Il faut que tu puisses parler à madame et monsieur tout le monde et en même temps que tu puisses parler aux néo-adopteurs qui sont allés très tôt sur la blockchain. Et par contre, monsieur et madame tout le monde, tu dois leur permettre d'investir dans l'immobilier à partir de 10 €, mais sans leur demander d'avoir un portefeuille de crypto-assets, sans leur demander de convertir leur argent en crypto-monnaie pour pouvoir investir. Et donc, si tu le mets en place, il faut que tu puisses communiquer avec ces deux populations-là et avoir quelque chose de très fluide. Tu vois, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que j'imagine, parce que j'y étais pas, mais j'imagine que les banques qui étaient à un moment donné, imagine même avant l'ordinateur, elles prenaient les débits et les crédits. Non, je ne peux pas imaginer ça. sur des livres de compte. Je crois qu'il en reste des banques qui sont encore avant l'ordinateur. J'ai l'impression, en tout cas, à partir du moment, donc elles étaient sur des livres de papier, tu vois, et à partir du moment où elles se sont entre guillemets digitalisées, que l'ordinateur est arrivé et qu'elles ont commencé à passer les ordres sur des grosses machines préhistoriques, elles n'ont pas demandé à leurs clients à ce moment-là de migrer complètement sur Internet. Toi, en tant que client, ton acte, c'était toujours le même, c'est je vais à la banque, sauf que c'est plus rapide parce qu'on n'a pas besoin de feuilleter tout un livre papier. Et ce que je veux dire par là, c'est que ton expérience en tant que client a juste été améliorée parce qu'en allant dans ta banque à l'époque, les ordres passaient plus vite parce qu'ils s'étaient informatisés. Mais on t'a pas demandé de changer tes habitudes. Et je pense que le Web3 doit être pareil, c'est que pour le moment, comme tout le monde n'a pas de MetaMask pour se connecter sur les sites internet, n'a pas de portefeuille crypto, il faut que tu restes sur une expérience Web2 avec une connexion classique qui va être mail plus mot de passe. Par contre, après que toute ta mécanique derrière soit sur la blockchain, génial, ça te permet juste d'aller plus vite et de sécuriser ton registre de détention. Donc les deux peuvent cohabiter. Donc nous, on préfère ne pas faire le choix entre l'un ou l'autre, s'adresser à toute la population. Mais effectivement, le Web3 et la blockchain va considérablement accélérer ce process de digitalisation de l'immobilier. Parce qu'effectivement, après, une fois que tu as mis ton immobilier sur de la blockchain, il peut se revendre très facilement sans que tu aies besoin de repasser chez notaire. J'aurais pas dû commencer par là parce qu'en fait, il faut comprendre un peu exactement ce que vous faites et comment ça peut fonctionner tout ça. Mais c'est vrai que c'était une question que je me posais et en fait, qui est tout de suite, quand tu viens pour moi, finalement, le fractionner, je sais pas, j'ai tout de suite désormais ce réflexe decentralized finance et le côté un peu de te dire souveraineté de mon token ou quelque chose comme ça, finalement qui est intéressant, quoi. Bah, ce qui peut être sympa, si on veut le reprendre de la base, c'est que je t'explique ce qu'on fait, bien sûr, et comment on le fait juridiquement, et voilà, et puis surtout comprendre après
au niveau marché et voilà ce que ça peut donner, projeter les auditeurs, que ce soit sur Brix ou ailleurs, tu vois, de se dire comment tout ce que ça va changer. Parce que ça aussi qui m'intéresse, c'est ce que tu disais pour cette caissière tout à l'heure, enfin, des gens qui ont de maigres revenus, qui peuvent, ou des jeunes, hein, parce que dans les très jeunes, en fait, en l'occurrence, tu peux commencer à te dire, comme tu dis, avec 10 balles par mois ou 10 balles par semaine, finalement, te dire, je vais pouvoir... Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont sur des assets de crypto notamment, parce que tu peux mettre... Alors, les commissions sont assez élevées, mais tu peux mettre des effets de levier, des effets de levier, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là-dessus, du coup, la première question que je me pose moi sur Brix, c'est quand je fais de l'immobilier, si j'aime tant l'immobilier, si je fais autant d'épisodes dessus sur la martingale, c'est que en fait, tu as un énorme effet de levier. Et évidemment, tu vois, je te parlais d'un projet dans lequel je me lance finalement, et à un moment, tu te dis, si à la fin, j'arrive pas à le louer au montant que j'avais espéré le louer, si ça me coûte 100 balles par mois, mais qu'il me rapporte 1500 de crédit qui se rembourse par les loyers, bon, en fait, c'est pas grave, tu vois, je peux les encaisser à mon niveau. Vous pouvez permettre ça? L'immobilier, c'est la meilleure martingale qui existe au monde. Pourquoi ? Parce que tu mets de l'effet de levier et que, surtout en France, les banques peuvent te financer jusqu'à 110%. Ça se fait encore, ça ? Ça se fait encore, oui. Ça, c'est plus rare, mais ça se fait encore. Et c'est pour les primo-accédants souvent soit pour ta RP, soit parce que tu es un très bon client. RP, c'est quoi ? Résidence principale. Ouais. Une fois qu'on s'est dit ça, donc moi, je conseillerais toujours à n'importe qui de mettre le maximum d'effet de levier et d'investir en direct. Sauf qu'une fois qu'on s'est dit ça, il y a une personne sur deux qui ne peut pas le faire. Donc, moi, quand j'ai regardé le marché immobilier et surtout le marché des startups dans l'immobilier, j'ai vu quoi ? J'ai vu des SCPI 2.0 qui digitalisaient le marché de la SCPI et j'ai vu des acteurs qui te facilitent ton acquisition de A à Z en te permettant la recherche d'un bien, le démarchage du financement bancaire et la gestion de ton bien immobilier. La SCPI, j'ai fait des épisodes dessus, hein, donc pour comprendre, voilà, on se met à plein. Finalement, c'est de l'investissement fractionné aussi. Mais c'est de l'investissement fractionné, mais ce qui se passe avec la SCPI, c'est que, en fait, tous ces services sont intéressants à la condition que tu puisses mettre de la dette. Pourquoi ? Parce que la SCPI, la dette, c'est pas la SCPI qui la met. La dette, elle met quasiment pas d'effet de levier. Pourquoi ? Parce que les clients qui investissent dans la SCPI investissent déjà sur de la dette. C'est pour ça que la SCPI, elle rend pas des gros taux de rendement, elle rend du 4,5 en moyenne ou 4,3. Mais c'est déjà super intéressant parce que toi, tu as investi. Tu vois, l'encours moyen dans les SCPI en France, c'est 75 000 euros par personne. Tu as investi ces 75 000 euros à dette, donc ils t'ont coûté 0 de fonds propres. Donc la SCPI, c'est très bien si tu peux mettre de la dette. Ces plateformes qui te... Très bien. C'est-à-dire que voilà, je reprends, hein, mais si je réussis, je prends un calcul comme ça, si je réussissais, ce qui est très dur, j'ai essayé, alors peut-être pas à ce montant-là, mais bon, on va arrondir, à emprunter 1 million d'euros à 1% d'intérêt, ce qui peut être à peu près les intérêts du moment, et que ma SCPI me rend 5%, t'as un spread de 4. Je gagne 40 000 euros par an. Quoi. Exactement. Sans rien faire. Sans rien faire. Donc c'est génial. C'est pas mal. Ils prennent des frais qui sont monstrueux à l'entrée et des frais qui sont monstrueux à la sortie. N'empêche que, en fait, du coup, bon, on pourra en rediscuter, tu vois, il est lisse, mais du coup, c'est super intéressant. Sauf que, en fait, il y a un Français sur deux qui peut pas faire ça, et t'as un Français sur deux qui peut pas investir. Donc nous, on a pris le problème. Et un Français sur deux, encore une fois, j'y repense, mais je me dis, c'est pas que la caissière, en l'occurrence, il y a des histoires d'âge. Ah non, il y a des histoires d'âge, t'as des histoires comme des jeunes d'ailleurs. Des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs tout court qui ont monté leur boîte, qui sont jugés à risque par les banques. T'as des expatriés qui ont des jobs à l'étranger. T'as plein de personnes, tu vois. On voit pas tout le scope, mais... Et donc, nous, on a dit la chose suivante. On va permettre à n'importe qui d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. On va récupérer des fonds propres. Donc, parce que ces personnes-là qui n'ont pas la capacité de mettre de l'effet de levier, donc de faire un crédit immobilier, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des fonds propres et qu'ils n'ont pas 5 000, 10 000 euros ou qu'ils n'ont pas la capacité de mettre 100 euros par mois. Donc les fonds propres, c'est l'argent, c'est par opposition à l'emprunt. C'est l'argent que je vais t'envoyer. Donc moi, l'argent qui t'appartient. Voilà, on va être 1000 à t'envoyer 100 euros. Donc ça fait 100 000 euros. Et donc tu vas toi avoir ces 100 000 euros de fonds propres et tu vas pouvoir aller emprunter. Et oui, c'est ça, c'est la beauté de la chose, c'est que moi, je prends ces 100 000 euros,
Et donc, je vais voir la banque et je dis, voilà, j'ai 100 000 euros de fonds propres, mettez-moi 100 000 euros à côté. Donc, là, donc, qu'est-ce qu'on fait chez Brix? C'est ce que tu fais, du coup, j'imagine, ouais. Voilà, c'est ça. On achète des immeubles, donc des immeubles surtout sur du résidentiel. Là, c'est le secteur sur lequel on a commencé. Donc, des immeubles qui sont déjà intégralement loués, avec 20 appartements en moyenne à l'intérieur. Donc, c'est un immeuble qui coûte entre 1 et 2 millions d'euros. Et je vais récupérer 50% du financement sous forme de fonds propres. Donc, c'est 2000 gars qui vont mettre 100, 200, 300 euros. Donc, ça va me faire 1 million d'euros de fonds propres. Et je vais aller voir la banque et je vais leur dire, bah voilà, il me faut 1 million supplémentaire pour financer mon immeuble. Regardez, on a déjà 50% de fonds propres. Et la banque va me mettre le complément. Sachant que, comme tu le dis, de temps en temps, ils financent à 110%. Là, ils doivent juste financer à 50%. Donc, ils sont chauds, en fait. Ils n'ont pas de problème. Ah ouais, mais là, ils sont super chauds, tu vois. Et en plus, on leur dit, nous, on met 50% de fonds propres. Comme c'est de l'immeuble de rapport, il y a des super rendements, donc vous êtes sûr qu'il y a un risque qui est lissé sur 20 appartements. Et en plus, vous allez mettre une hypothèque là-dessus. Donc, il y a 0 risque pour la banque. Mais ces ratios de fonds propres entre 30 et 50% sont quand même demandés par les banques pour pouvoir multiplier les opérations. D'accord, j'allais te demander pourquoi tu fais pas 90% ou 80%. Parce que là-dessus, tu pourrais pas en faire 200. Quoi. Tu pourrais pas en faire 200 d'opérations. En fait... Si tu vas le faire une fois, d'ailleurs c'est le cas des particuliers, tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, mais tu le fais pas 100 fois d'affilée. Et alors, quand tu empruntes 50%, tu rembourses beaucoup plus vite, du coup parce que, tu vois, souvent un appartement, tu vas emprunter sur 15, 20, 25 ans. Non, c'est pas la logique. En fait, plus on met de temps pour rembourser, et mieux c'est, parce que en fait, l'immeuble a 2 millions d'euros, on va emprunter sur 20 ans. Tu vois, les taux sont pas énormes, même si ils te mettent des taux un peu plus importants quand tu es une société. Et donc, le fait que on ait mis de la dette, parce que tu vois, c'est la question qui revient souvent, à quoi ça sert? Moi, les immeubles que j'achète, ils sont en moyenne 8% de rendement brut. Donc, c'est-à-dire que mon immeuble qui vaut 2 millions, les loyers représentent 8% du prix d'acquisition à l'année. Donc, un immeuble à 2 millions d'euros, 8% de 2 millions, je vais collecter 160 000 euros à l'année. Une fois que... brut, ça veut dire avant toutes les charges. Avant toutes les charges. Une fois qu'on met toutes les charges, qu'on paye la taxe foncière, qu'on paye l'agence immobilière qui va gérer, que Brix prend sa commission sur la gestion, il reste à peu près 5% net. 5% net, ok. 5% net. Si les particuliers financent à 100% sur fonds propres ce bien immobilier, je vais être capable de leur rendre 5%. Si par contre, les particuliers financent que la moitié de l'immeuble, sur la moitié de l'immeuble, je vais être capable de leur rendre ces 5% net de loyer que je vais leur redonner tout de suite. Mais sur la moitié qui n'a pas été financée sur fonds propres, qui a été financée sur dette, il y a toujours ces 5% nets. Par contre, tu vas juste pas les récupérer dans ta poche tout de suite. Ils vont venir rembourser un emprunt. Donc, tu as des échéances d'emprunt. Ces 5% servent à payer l'emprunt. Par contre, c'est de l'argent qui t'appartient. Donc, c'est une plus-value latente. Parce que ce qui se passe, c'est que mon immeuble qui vaut 2 millions d'euros, si je le revends dans 5 ans, dans 7 ans, plutôt que de rembourser 1 million d'euros d'emprunt, je vais rembourser que 600 000 euros d'emprunt. Donc, j'ai 400 000 euros de capital supplémentaire qui sont venus récompenser les investisseurs de la première heure. Et donc, ces 400 000 euros, ils les touchent pas tout de suite. Ils vont les toucher soit à la revente de l'immeuble, on a un engagement sur la temporalité, donc nous on s'engage à revendre entre la 7e et la 10e année l'immeuble ou à le refinancer et à faire sortir les premiers investisseurs. Ou alors ils ont un marché secondaire sur notre plateforme avec la possibilité de toucher ces plus-values latentes à n'importe quel moment. C'est-à-dire que tous les mois, comme il y a un remboursement de l'emprunt et donc une augmentation du capital, ta part, donc ta brique qui initialement valait 10 euros, au bout du mois suivant, elle vaut 10 euros 0,1, 10 euros 0,2. À la fin de l'année, elle a pris 5%, elle vaut 10 euros 50. Et donc toi, à tout moment, tu connais le prix et la valeur de cette brique par rapport à la valeur réelle de ton immeuble. Et donc tu peux la revendre 10 euros 50 sur notre marché secondaire. Ça, c'est juste lié au remboursement de l'emprunt. Mais si cet immeuble qui vaut 2 millions dans 10 ans, parce qu'on l'a bien acheté, il était en périphérie de Paris, que l'immobilier a pris 10%, si on le revend 2 200 000 euros, ce qui est même très bas, tu vois, mais si on le revend en tout cas plus cher que ce qu'on l'a acheté, c'est pareil, tout ce gain de valeur est reversé aux détenteurs de briques dans notre immeuble. En fait, ce qui est ouf là-dessus, donc je comprends, t'achètes des briques, j'aime bien évidemment, c'est bien le branding, tu vois, d'avoir vraiment la brique, quoi, tu vois. Mais comment
pour moi, quand tu étais dans une société avec plus de 150 actionnaires, parce que évidemment tu te dis attends, mais normalement sur l'immobilier je dois passer devant le notaire, etc. Donc là j'imagine que tu n'achètes pas un bout d'immeuble mais un bout de société, ou comment ça se... Je vais pas rentrer dans le détail exact, mais comment ça se passe quand même techniquement, parce que pareil, normalement au bout d'un certain nombre d'associés dans une société ou un truc comme ça, c'est quasiment une société, une cotation en bourse et tout ça, donc ouais, bah, tu vois, juridiquement, nous on a tourné le problème dans tous les sens pour arriver à la solution qui est une super solution, hein. Je vais pouvoir en discuter. La problématique de l'immobilier, c'est que c'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, est immobile. Et donc pour que les personnes soient enclins à mettre de l'argent sur Brix, il fallait qu'il y ait une liquidité totale. Tu vois, c'est ce qui rassure les personnes, la liquidité. Et moi, je me bats pas contre mes concurrents qui sont des SCPI. Moi, je me bats contre le livret A, tu vois. Il y a 800 milliards qui dorment sur des livrets A en France. Je veux que les gens arrêtent de laisser leur argent sur des livrets A où ils perdent du pouvoir d'achat tous les ans lié à l'inflation. Qu'ils le mettent sur Brix, tu vois, nous on est à 10-12% de rendement à l'année. Donc t'es 20 fois les rendements du livret A. Et pour que les gens fassent ça, et pour que les gens se disent c'est intéressant, il faut que j'ai une liquidité totale. Comment je fais pour avoir une liquidité totale ? 3 modèles potentiels. Soit ils sont détenteurs d'un titre de propriété, et dans ce cas-là, ça devient juste ingérable parce que tu te retrouves en indivision totale avec potentiellement 10 000 détenteurs d'un titre de propriété d'un immeuble. Et à chaque fois que tu veux revendre une brique, donc une part de propriété, tu dois repasser chez notaire. Donc ça, on écarte ton opération à 7 000 cette possibilité. €, ouais. Ce qu'ont fait beaucoup de startups qui s'étaient lancées avant nous, c'est de mettre ça dans des sociétés, donc ce qu'on appelle des SPV. Donc, Special Purpose Vehicle, ok. Exactement. Donc c'est un véhicule, donc c'est une société qui est créée, donc c'est un véhicule dédié à une acquisition, à un bien immobilier. Et donc tu deviens actionnaire d'une société qui elle-même possède un bien immobilier. Ça a 2 inconvénients de faire ça. C'est que si tu te dis, à la fin de l'année, j'ai acheté 200 biens immobiliers, bon ben, tu as dû créer 200 sociétés, et donc ça devient juste une usine à gaz en termes d'administration et de gestion. Clairement. Et la personne qui veut revendre sa part, donc son action, elle se retrouve... en fait, celui qui va l'acquérir, il a des droits de mutation. Donc, une taxe de 5% à payer à l'administration. Et en plus, il y a des CERFA qu'il faut remplir et renvoyer à l'administration fiscale. Donc, c'est un enfer. Donc, comme quand tu revends des parts d'une société de manière classique. Mais si tu as investi 10 € une part, ça t'emmerde de faire tout ça, tu vois, pour 10 €. Et donc, c'est pour ça que là, le Web3 est arrivé et a dit, bah, nous, on va faire un token par part par action de société et on va mettre ça sur la blockchain et comme ça, il va y avoir des échanges, mais en fait, tu posséderas indirectement une part de société. Et nous, on a dit, bah, en fait, il n'y a pas que le modèle Web3 qui existe, on peut le faire via une autre solution qui est un produit dérivé financier. C'est, tu vas acheter un droit à usufruit. Tu ne vas pas acheter l'usufruit parce que l'usufruit, ça veut dire il y a un démembrement chez notaire entre la nue propriété et l'usufruit. Tu vas acheter un droit à usufruit. C'est-à-dire que Mathieu, il va investir 1 000 € dans ce bien immobilier, cet immeuble sur Paris 17e. Et en échange de tes 1 000 € investis, je m'engage à te reverser, c'est plutôt la société qui achète le bien, s'engage à te reverser 100% des revenus futurs à venir. Donc ça veut dire 100% des loyers nets qui vont être générés par ce bien immobilier et 100% du capital restant de la plus-value à la revente du bien immobilier. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas la propriété du bien immobilier, ni au travers une propriété directe, ni au travers une société qui détient le bien immobilier, mais tu as l'intégralité du droit à bénéfice, donc du droit à usufruit. Et en fait, c'est une relation contractuelle. Donc tu vois, c'est un contrat qu'on a signé de gré à gré, que tu peux échanger 10 000 fois dans la journée sur notre marché secondaire, sans qu'il y ait de frottement fiscal, sans qu'il y ait de documents administratifs, parce que tu achètes un droit à revenu futur. Et en fait, ça fluidifie complètement la relation. Et tu dis droit au bénéfice, mais aux pertes, du coup, tu assumes les pertes aussi ? Et exactement. C'est que dans ces cas... Ce serait trop beau, quoi. Mais tu vois, le crowdfunding, ça existait déjà. Tu vois, il y avait déjà des plateformes de crowdfunding. Bien sûr, ouais. J'en ai reçu certaines. Et d'ailleurs, c'est pas du crowdfunding. Pour moi, c'est du crowdlending pour la majorité. C'est que tu vas prêter, en tout cas sur l'immobilier, tu prêtes de l'argent à un promoteur immobilier. Oui. Et ce qui se passe, c'est que whatever happens, tu vois, peu importe la situation, le promoteur immobilier va s'engager sur ce programme à te rendre du 7% à l'année.
Si le promoteur a du retard, peu importe, il te rend du 7%. Mais si le promoteur met son effet de levier bancaire derrière et fait 30% de marge, si l'immobilier fait plus 5% de plus-value dans la zone dans laquelle il est en train de construire, tout est pour le promoteur. Ça, c'était pas du tout la logique qu'on voulait. Nous, on veut vraiment recréer la logique de propriété. Donc, l'effet de levier est au bénéfice des investisseurs, mais le risque est aussi, imputé sur l'investisseur. Ton risque là-dessus, c'est la vacance locative. En fait, moi, je vais te dire, cet immeuble, tu peux faire du 12% de rendement à l'année, à la condition que tous les appartements soient intégralement loués. Si j'ai un appartement qui est vacant pendant 2 mois, je vais faire mes meilleurs efforts pour le relouer, mais potentiellement ton rendement de 12 va se transformer en un rendement à 11%. Et d'ailleurs, nous, c'est la raison pour laquelle on va sur des immeubles qui ont 10, 15, 20 appartements, parce que ça te permet de lisser ton risque. Tu vois, si tu as des appartements, si tu en as 2 qui sont vacants, tu en as toujours 18 qui continuent de payer. Ouais, donc du coup, tu vas pas forcément prévoir un 100% d'ailleurs dans ton business plan d'occupation, si? Vaut mieux que les particuliers prévoient pas le 100% et se disent je prends une marge de sécurité. Après, l'intérêt, et tu vois, c'est ce qu'on encourage nous sur notre plateforme, c'est que comme tu peux investir à partir de 10 € dans un immeuble, la diversification est très facile. C'est-à-dire que même la personne qui veut mettre uniquement 500 €, elle peut très facilement le répartir sur 10 immeubles différents et en fait, tu l'as réparti sur 200 appartements ton investissement. Mais tu as le risque aussi, toujours comme dans tout immobilier, de vacances locatives d'une part et de baisse du prix de l'immobilier quand même aussi. Oui, ça c'est inhérent à l'immobilier, peu importe la façon dont tu investis, que ce soit par de la SCPI, avec Brix ou en direct. Oui, tu l'as ce risque. Bon, en France et en Europe, on a de la chance, tu vois, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Normalement, si tu gardes donc ton emprunt, les emprunts ils durent donc sur 20 ans. 20 ans, oui. Donc ça veut dire que parce que c'est un peu la logique souvent quand tu empruntes et que tu loues à quelqu'un, je veux dire à la fin, c'est relou évidemment, c'est toujours mieux si le prix de ton investissement a doublé, mais s'il a été divisé par 2 et qu'il a été payé par ses loyers, au final, tu as quand même gagné de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Non. Oui, t'as ton remboursement de la dette qui fait que t'as acheté un appart à 1 million qui a été payé par ses loyers pendant 10 ans, plus ou moins, ou même toi, dedans, t'as mis 100 000. À la fin, si tu le revends 500 000, t'as potentiellement un peu perdu 500 000 €, mais t'en as surtout gagné 400, tu vois. Ouais, tu vois, c'est le principe des fonds qui font du LBO. C'est ça, c'est que en fait, on se moque de savoir si la boîte elle va prendre de la valeur quand tu fais du LBO. Tant que ton crédit est remboursé, tu gagnes déjà de la valeur. Là, c'est le cas. C'est que même si mon immeuble que j'achète 1 million € ne prend pas de valeur sur les 20 prochaines années, ce qu'on veut pas, tu vois, on essaye d'avoir le meilleur des deux mondes, mais j'ai quand même 5% de rendement qui est lié juste au remboursement des échéances de crédit parce que mon capital augmente. Donc, c'est la logique en fait, et c'est là que, tu vois, c'est une martingale d'arriver à mettre du crédit immobilier et de l'effet de levier. C'est que tu fais travailler une surface financière bien plus importante que tes fonds propres. Et donc, si tu arrives juste à rembourser ce remboursement, tu fais des intérêts sans forcément que ton immobilier double de valeur. Mais alors, du coup... Toi, donc pourquoi alors je comprends pas pourquoi les 7 ans, pourquoi tu revends et pourquoi tu vas pas jusqu'au bout du crédit? C'est une très bonne question et tu vois, ça c'est de la finance pure. Ouais. On va reprendre un immeuble, par exemple mon immeuble à 2 millions d'euros. J'ai 1 million d'euros de fonds propres, 1 million d'euros de dette. T'es d'accord là? Ouais, je suis. Au bout de 7 ans, j'ai remboursé à peu près 40% de mon crédit. Donc j'ai un crédit uniquement de 600 000 €. Mon immeuble a pris de la valeur. Mon immeuble qui valait 2 millions, on peut facilement projeter qu'il en vaudra maintenant 2 400 000. Donc je me retrouve avec un immeuble à 2 400 000 € si je le revends pour 600 000 € de crédit. Et en fait, tu as un ratio fonds propres dette qui est d'à peu près 70-30. Ou même dans certains cas, ça peut être 80-20. Et en fait, tu as des fonds propres qui sont vraiment trop importants par rapport au ratio de dette. Et donc, ça a plus de sens de continuer à payer parce que tu as trop de fonds propres qui sont en train de travailler. Donc, dans ce cas-là, il est mieux que moi, je te rende l'intégralité de ton argent et que tu ailles le réinvestir dans un autre immeuble où on va être capable de remettre de la dette. Ou alors, qu'on refasse une dette, qui rachète celle-là
et qui remonte. Exactement ce que m'a fait penser Julien Calamotte avec qui j'ai enregistré un épisode récemment sur l'immobilier, où il me dit en fait une fois que tu as fini de payer, ce qui est mon cas, un appartement que j'ai acheté il y a une quinzaine d'années à Paris, enfin peu importe, mais ce qui est mon cas en l'occurrence, il faut que tu le revendes pour en racheter 3 autres en fait, et tu prends un tiers il faut surtout pas que t'attendes tes 20 ans. Ben oui, je sais, et là il faudrait que je le fasse, le truc relou, et c'est là où c'est ça qui est chiant, c'est relou, c'est relou, le vendre, en trouver d'autres, les prix en plus, moi je l'ai mieux c'est pas de revendre, parce que si tu revends pas, tu t'évites des frais de notaire additionnels. Le mieux, c'est d'arriver à refaire financer, tu vois, c'est d'arriver, si tu as une dette qui est de 600 000 euros, c'est à remettre de la dette pour 1 400 000 euros. Donc, tu rachètes ta dette initiale de 600 000 euros et tu remets un montant plus important de dette, ce qui fait que la différence entre 1,4 million et 600, tu vois, tu vas prendre 800 000 euros, et ces 800 000 euros, tu vas pouvoir les remettre dans un nouveau projet. Et alors, j'ai un auditeur, je cherche en même temps, qui m'a remonté, parce que on se posait cette question, qu'on pouvait, on avait dû dire l'inverse, mais qu'on pouvait se revendre à soi-même. Ouais, c'est possible. Avec un invité, j'avais dû. C'est Dimitri Boujard, ouais. Tu te revends pas. Ouais. Soit tu te revends à toi-même. Tu te revends jamais à toi-même. Et en fait, c'est pas possible de se revendre à soi-même. Il faut 2 entités différentes. Donc, soit tu refais un financement, et donc c'est juste la banque qui te reprête de l'argent sur une valeur plus importante en rachetant le premier crédit. Soit ce que font beaucoup de personnes, c'est qu'elles vont mettre le bien dans une SCI, par exemple, avec des enfants, avec une femme, et elles vont refaire financer ce même bien par la SCI, qui sont 2 entités juridiques différentes. Tu as une entité personne physique, une entité personne morale, mais en tout cas, le bien, dans les faits, continue de t'appartenir. Il t'appartenait peut-être directement, là, il t'appartient directement au travers d'une société. Tu te le revends, donc c'est plutôt la SCI qui te le rachète, mais tu es actionnaire à 100% de la SCI, et comme ça, tu récupères l'intégralité du montant de la vente, et le bien t'appartient toujours. Donc ça, c'est des montages qui existent et qui sont courants, ce qui permet de garder le bien et en tout cas de bénéficier de l'argent. Mais ou alors, s'il est intégralement financé, tu peux remettre une hypothèque dessus et redemander un financement par la banque. Bon, alors on est en train de s'éloigner du sujet. Du coup, c'est de ma faute, mais c'est intéressant. Du coup, c'est aussi pour ça que je fais la martingale. Tu vois, on rentre dans ces précisions. Et du coup, toi, t'as du skin in the game, comme on dit. Est-ce que t'as intérêt? Est-ce que toi, tu prends juste des commissions et tu te gaves de commissions? Tu vas m'expliquer. Non, je rigole, évidemment, je pense pas. Enfin, en tout cas, tu vas nous l'expliquer. Ou est-ce que tu as un intérêt à ce que le projet fonctionne, qu'il y ait 100% de pas de vacances justement, mais d'occupation, que tu aies choisi un bon endroit, que ce soit bien. C'est toi qui fais la construction aussi? Enfin, pas toi avec tes mains, mais tu achètes des projets. On fait pas pour le moment, on fait pas de projets de promotion, de construction ou de réhabilitation. On essaye de trouver que des projets clés en main. Clés en main. Ok. Justement parce qu'on n'a pas la taille d'équipe. On est 25 là, on n'a pas la taille d'équipe suffisante pour pouvoir faire de la maîtrise d'œuvre et accompagner ça. Est-ce que tu as intérêt à ce que ça marche, toi? Moi, j'ai définitivement intérêt à ce que ça marche parce que moi, ma vision, c'est de penser que, c'est ce que je te disais, dans 15 ans, tu auras 10% de l'immobilier qui sera passé sur du digital. Et donc, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée sur mon modèle. Ma seule barrière à l'entrée, c'est ma capacité à sourcer et à agréger un maximum d'offres, tu vois, à devenir comme une place boursière, le marché le plus important de l'immobilier. Pour que j'arrive à faire ça, il faut que les investisseurs soient satisfaits des résultats et aient envie de se dire on a fait des super perfs sur les immeubles qui ont été achetés par Brix, on a récupéré de l'argent, on se faisait du 12% de rendement par an, on continue d'investir dans des nouveaux immeubles. Donc moi, c'est vraiment pas du one shot, tu vois, j'ai un intérêt sur de la durée. Et d'ailleurs, nous, dans la genèse du projet, tu vois, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on était un opérateur, à savoir est-ce qu'on allait acheter nous-mêmes les biens. Ah oui, d'accord, pardon. Ok, ouais. Et en faire la gestion nous-mêmes, ou est-ce qu'on allait être juste une marketplace, donc une bourse, avec l'infrastructure et des foncières immobilières qui allaient présenter leurs projets. Et on a dit, non, on veut pas du tout être une marketplace et permettre à n'importe quelle société de proposer un projet de financement d'un immeuble de rapport, parce que on va pas être capable de garantir la qualité du suivi et de l'administration du bien immobilier. Donc si demain, tu vois, j'ai un margoulin qui commence à faire n'importe quoi, c'est au détriment de ma marque et de la relation que j'ai construite avec mes investisseurs.
pour pas échapper à ton sujet de rémunération, parce que tu vois, on est transparent par rapport à ça, donc je vais y venir. Nous, on a une rémunération qui est similaire à celle d'un agent immobilier. Donc, l'immeuble, si j'achète un immeuble à 1 million d'euros, il va être présenté sur ma plateforme à 1 100 000 euros. Moi, je prends 10% de commission qui sont sur le montant d'acquisition du bien. Ça, c'est complètement neutre pour l'investisseur pour 2 raisons. Première des raisons, on est capable de très bien négocier parce qu'on achète tous nos immeubles sans condition de financement. Donc, tu vois, sans condition suspensive de financement. Ce qui fait qu'on a du buying power. Donc, moi, je négocie bien et bien souvent au-delà des 10%. Tu vois, j'ai certains immeubles, j'ai acheté 50% en dessous du prix du marché. Donc, quand je rajoute 10%, tu vois, c'est du super OP si pour tu fais ça, oui, les investisseurs. Mais parce que 10%, par rapport à un agent, c'est cher. Enfin, je veux dire, un agent, il est plutôt généralement 5-8, quoi. Ouais, il est entre 5-8. Ouais, c'est ça. Mais on est un peu au-dessus parce qu'après, on met le financement bancaire, on fait plus de choses quand même aussi. Et deuxième point, c'est complètement neutre pour l'investisseur parce que quand l'investisseur arrive sur ma plateforme et voit que l'immeuble est à 1 100 000 euros, ce qu'il va voir, c'est une rentabilité. Et donc, il va voir une rentabilité à 12%. Donc, il accepte ou pas de rentrer dans cet immeuble à 12% de rentabilité. Ça, c'est une target, soyons clairs aussi. C'est pas garanti. Non, c'est la target. Ouais. Et, une cible, un objectif, ouais. Et là-dessus, il va faire 12 au lieu de... En fait, si j'avais pas pris mes frais, il aurait fait 12,5. Grosso modo. Mais tu vois, ils sont lissés sur l'année. En fait, c'est juste qu'il fait un peu moins de rendement. Ce que font les SCPI et qu'on fait surtout pas, les SCPI, elles te prennent un frais. Alors, peut-être pas les digitales, tu vois, celles qui viennent de se lancer, mais en tout cas, historiquement, comment fonctionnaient les SCPI ? Les SCPI te prenaient 10% de frais à l'entrée sur ton investissement. Donc, Mathieu Stéphanie investissait 1 000 euros, on allait te prendre 10%, donc il te restait que 900 euros à investir dans la SCPI. Il te fallait 2 ans pour repasser de tes 900 euros à tes 1 000 euros. Donc, tu pouvais pas sortir les 2 premières années, sinon tu étais en perte. Moi, je te dis la chose suivante. Tu investis 1 000 euros. Si tu veux ressortir le mois suivant, tu es déjà en gain, tu es déjà en positif. Tu vas ressortir tes 1 000 euros et un peu plus. Pourquoi ? C'est juste parce qu'à l'année, je vais te rendre du 12 au lieu de te rendre du 12,5. Et c'est là-dessus que je vais prendre mes frais. Et ça fait toute la différence parce que t'as pas de... La temporalité et ton horizon d'investissement peut être de 6 mois ou peut être de 10 ans. Dès le J+1, tu vois, tu peux ressortir, tu es en positif. Donc c'est pour ça que je dis que c'est neutre pour l'investisseur. Les frais qu'on prend, il les voit même pas, tu vois. Mais en tout cas, on est transparent là-dessus. Et tu vends que en direct ? Attends, vas-y, continue, pardon. Et deuxième frais qu'on prend, c'est notamment sur la gestion et l'administration comptable et financière des biens immobiliers. On va prendre 1% de la valeur du bien immobilier, donc des management fees. Mon immeuble, il vaut 1 million d'euros. Je vais me rémunérer, je vais prendre 10 000 euros pour en faire la gestion. Donc 10 000 euros à l'année. Donc là aussi, c'est pareil, c'est 1%. Ils sont un peu plus élevés. Ça revient à peu près à 10% des loyers, ce qui est plus élevé qu'une agence immobilière classique, mais parce qu'on fait bien plus de choses. Et si dans l'immeuble, il faut refaire le toit ? Alors, la provision pour travaux futurs à venir, donc on la budgète dès le début au niveau du plan de financement. Donc nous, c'est là qu'il faut qu'on soit très qualitatif et exigeant quand on achète un immeuble. Il faut qu'on arrive à... Parce que tu peux te casser les dents toi, mais pas. Je pourrais pas demander à l'investisseur initial de remettre de l'argent. Mais par contre, je peux geler ce que je vais lui rendre, tu vois. Donc, ce qu'il faut pas que je fasse, c'est sous-provisionner des travaux futurs. Donc, il faut que je sois capable de voir très rapidement qu'il faut refaire la toiture dans 5 ans. Et donc, on va budgéter 30 000 euros de réfection, de couverture dans les 5 prochaines années. Et tous les ans, on fait un peu... on fait ce que font les syndics de copropriété, c'est qu'on met 3 à 5% des loyers, pareil, en provision, en réserve travaux, pour être sûr d'avoir toujours une trésorerie d'avance pour subvenir à des travaux qui adviendraient. Depuis qu'on a échangé sur Brix et depuis aussi qu'on prévoit cet épisode, je me demandais en fait, là j'ai pas encore moi franchi le cap, parce que je me demandais si tu vois c'est réservé qu'à ces 50% de personnes qui peuvent pas investir dans l'immobilier, ou si moi j'ai intérêt finalement, quand je t'entends finalement c'est 12% de cible en fait, c'est mieux que l'argent sur mon compte bancaire quoi, hein, a priori quoi, c'est plutôt assez cool. Ouais non, c'est bien plus cool. donc je t'encourage à le faire, mais je force personne dans le sens où
dans le sens où ce qui est intéressant, c'est que tu peux essayer avec des sommes très petites, tu vois, tu peux commencer avec 50 € et voir si on est des gens de confiance. Mais en tout cas, pour répondre à ta question sur finalement les utilisateurs de la plateforme, on a une grosse majorité qui sont effectivement des personnes qui n'auraient pas pu investir autrement. Donc j'ai des étudiants qui nous mettent en place des virements automatiques de 50-100 € par mois, donc c'est assez marrant à voir. Mais j'ai aussi de l'autre côté des personnes qui souvent travaillent dans la finance, qui ont déjà acheté leur résidence principale, qui ont déjà acheté un premier investissement locatif et qui sont au max de leur taux d'endettement. Et pourtant, tu vois, tu as quand même un reste à vivre qui est conséquent. Et Brix devient alors une solution intéressante pour ces personnes-là qui ne veulent pas investir en bourse et qui préfèrent quelque chose de plus sécure avec de l'immobilier. Oui, ou en plus de la bourse, ou en plus des bitcoins. Ou en plus, tu vois. Et c'est en fait ce que j'aurais fait, moi, surtout jeune, peut-être là-dessus, parce que jeune, tu vas pas trop vite dans l'IMO. C'est aussi potentiellement te mettre là-dedans pour faire ton apport, par exemple. Oui, et tu as aussi tu vois, ce qui est bien, et c'est la raison pour laquelle on fait de l'immobilier résidentiel avec des loyers qui sont tous les mois. On va te reverser, nous, des loyers, d'une fraction des loyers tous les mois. Donc, tu as aussi cette notion d'intérêt composé. Ah oui. C'est-à-dire que toi, à partir du premier mois, suite à ton investissement, tu vas récupérer une petite fraction de ton rendement. D'accord, donc en plus de la valeur de ta part qui augmente un petit peu. Tu as des revenus reversés, tu as la valeur de ta part qui augmente, mais sur les revenus reversés, si tu gagnes 20 € ce mois-ci, tu peux tout de suite les réinvestir. Et donc si tu les as touchés en janvier, tu as 12% sur ton argent initial, mais déjà sur ces 20 €, tu vas aussi... donc tu as cette notion d'intérêt composé qui est assez intéressante. Donc quand tu le réfléchis sur 12 mois, c'est peanuts, c'est pas intéressant. Quand tu le réfléchis sur des dynamiques un peu plus longues d'investissement, 8-10 ans, ça devient tout de suite très intéressant parce que c'est des points de rendement à l'année que tu fais en plus. Si je poursuis après sur les profils d'investisseurs, on a deux autres typologies qui sont assez importantes. C'est tout ce qui est expatrié. Je suis en Malaisie, j'ai un bon contrat, mais je ne vais pas investir en Malaisie en tant que Français. Donc là, j'ai une solution simple pour investir dans de l'immobilier en France. Et ensuite, on a tout ce qui va être un peu les 50 ans plus. Donc c'est des gars qui ont déjà fait de l'immobilier, qui sont plutôt dans une période de revente. J'en ai marre, la gestion immobilière, j'en peux plus. Donc je revends. Mais intellectuellement, l'immobilier, ça me plaît. Et je vais sur Brix. Pourquoi ? Parce que contrairement à une SCPI, ce qu'il faut comprendre, c'est un fonds d'investissement, donc c'est une société. Tu investis dans un pool d'actifs. Tu as un manager et toi, tu n'as pas ton mot à dire sur les actifs qui sont achetés. Là, sur Brix, on te propose une plateforme dans laquelle tu vas choisir les investissements et les immeubles dans lesquels tu vas investir. Donc tu vois, intellectuellement, c'est sympa parce que tu vas pouvoir te faire ta propre stratégie. Tu peux pas me mettre en autopilote quand même, parce que moi j'aurais tendance à quand même... Finalement, c'est potentiellement un truc qui peut me séduire sur la SCPI, tu vois, en parlant avec... quelques SCPI que j'ai invités sur Génération du Turcel, finalement, me dire qui vont aller sur des entrepôts pour du e-commerce d'une part, qui vont aller sur... moi, je trouve ça aussi assez séduisant, finalement. Je vais te mettre en autopilote. Alors là, on n'a pas la fonctionnalité, mais elle va sortir là d'ici 3 mois. Donc, tu vois, tu choisiras tes critères d'investissement. Mais même sur de l'autopilote, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas autopilote, j'investis dans tout. C'est que même sur autopilote, tu pourras choisir la typologie des biens et des rendements dans lesquels tu veux rentrer. Et t'as pas de problématique je sais pas, en ce moment où il y a un marché avec beaucoup d'argent, d'avoir finalement trop d'argent et pas assez d'immeubles en face? Eh ben c'est déjà la problématique qu'on a. Hein. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Nos immeubles. Alors il faut pas que je le dise trop fort, tu vois, sinon je vais avoir 10 concurrents demain sur le marché. mais nos immeubles, tu vois, le plus rapide, on a collecté 600 000 € en 8 minutes. La vache. Ouais. C'est pour ça que je vais être en autopilote, tu vois, comme ça je suis sûr. Bah ouais, comme ça. Bah, tu vois, j'ai 4000 personnes qui sont connectées sur le site internet et je fais des frustrés parce que tout le monde n'a pas le temps d'investir. Donc là, on muscle vraiment les équipes sur le sourcing et c'est une course de vitesse pour avoir l'offre la plus large en termes de biens immobiliers à te proposer. Ouais. Et tu as là, je vois quand même beaucoup d'habitation. Tu vas faire d'autres choses? Là, j'ai que de l'habitation. Un peu à la marge, tu sais, quelques murs de boulangerie, mais c'était des pieds d'immeubles qu'on a achetés. Effectivement, là, on est en train de regarder des retail parks. Donc, des retail parks, qu'est-ce que c'est ? C'est des murs d'enseignes commerciales, mais avec pas mal de lots.
Donc, j'ai pas uniquement les murs d'un Grand Frais ou d'un Intermarché. Je vais me retrouver avec une Brioche Dorée, un Naf-Naf. Donc, j'ai une dizaine de lots dans un bâtiment commercial qui souvent est en extérieur de ville. Et je peux t'approcher pour te vendre un truc ? Ouais, carrément. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent. Je voudrais te vendre un immeuble ou un truc. Et t'achètes à partir de quelle taille, toi ? On regarde pas en dessous de 500-600 000 euros. D'accord. Ouais, c'est quand même petit. Enfin, j'aurais pensé plus. C'est quand même petit. Ouais. Ah non, mais la grosse difficulté de notre modèle, tu vois, on est une foncière immobilière. Sauf que les foncières immobilières, historiquement, elles achetaient pas en dessous de 10 millions. Pourquoi ? Il y a une raison à ça, c'est que en fait, tu passes autant de temps à acheter un actif à 10 millions qu'à acheter un actif à 500 000 euros, et pourtant, tu as bien plus d'emmerdes avec ton actif à 500 000 euros. Donc, il faut que tu sois opérationnellement capable de mettre des personnes qui vont faire la gestion et une gestion optimale derrière. Donc, ça veut dire beaucoup de process, ça veut dire beaucoup d'automatisation, et c'est le vrai challenge de notre industrie. Oui. D'accord. Mais bon, comme tu es une barre de fer, vaut mieux pas, visiblement tu négocies comme un sagouin, donc il vaut mieux pas essayer de venir te vendre un truc, j'ai l'impression. Tu vois, si tu viens en direct, déjà ce qui est intéressant, c'est que t'as pas les frais d'agent immobilier. Ouais. En fait, c'est un jeu à somme nulle, donc si on paye pas l'agent, on va pouvoir te donner plus, ça c'est le premier point. Et ce qui fait la diff, tu vois, moi j'oblige personne à vendre, hein. Ce qui fait la diff par contre, c'est que tu sais que dans 3 mois, tu as ton argent sur ton compte. Ouais. Et on se retrouve à être un peu un e-buyer, tu vois, malgré nous. Mais ce qui est dur pour un propriétaire, c'est d'avoir quelqu'un qui dit je vais faire un crédit immobilier, et dans 3 mois, non, j'ai pas mon crédit immo, et finalement tu mets 8 mois à faire ta vente au lieu d'en avoir fait 3, quoi. Et j'ai compris que pour l'investisseur, ça n'avait pas de coût. Juste pour comprendre pour toi, ça a un coût Est-ce que tu as intérêt finalement à ce que les gens rentrent, sortent? Moi, c'est cool pour moi, évidemment, et donc c'est un peu ta promesse, c'est te dire en fait tu peux faire de l'immobilier hyper liquide. Ça, c'est quand même le truc séduisant parce que c'est pas si simple, même dans les SCPI, c'est pas si simple, même dans plein d'endroits. Est-ce que toi, ça a un coût? Est-ce que tu as intérêt à ce que les gens fassent des allers-retours chez toi? Alors, moi, c'est déjà lissé, tu vois, dans mon coût global. Mais effectivement, à chaque fois que tu mets de l'argent, ce que tu le mettes par virement ou par carte bleue ou par PayPal, on a des frais, tu vois, des frais d'intermédiaire sur le paiement qui sont tu vois, PayPal, c'est assez cher, c'est 2,2%. Donc moi, je préfère que tu laisses l'argent sur la plateforme. Après, ça va pas non plus être très intéressant pour toi de faire trop d'allers-retours, parce que tant que l'argent est sur la plateforme et que tu le sors et que tu le réinvestis de ton portefeuille dans une autre propriété, tu as un report d'imposition, tu payes pas ta flat tax sur tes gains. Si tu décides de sortir cet argent sur ton compte bancaire, tu te retrouves à payer de l'impôt sur ta plus-value. D'ailleurs, on n'a pas parlé de fiscalité, tu vois, ce qui est pas mal dans notre contrat de droit à l'usufruit, c'est qu'on a transformé des revenus qui étaient des revenus immobiliers, donc des revenus fonciers, en valeur mobilier, donc des revenus financiers. Donc, t'es imposé à la flat tax à 30% ou à l'IR si c'est plus intéressant pour toi. Alors que sur des revenus fonciers, c'est l'IR à chaque fois. Et quand tu prends l'IR et que tu as déjà des revenus qui sont intéressants et auxquels tu rajoutes en plus les contributions sociales, tu peux te retrouver à payer 50% d'impôts sur tous tes gains réalisés. Donc tu préfères prendre la flat tax sur des revenus financiers. D'accord. Non, je me dis que c'est con parce qu'après notre discussion de ce midi où tu m'as dit que tu avais, après avoir revendu ta première boîte, là, 1001 pharmacies, tu avais passé 2 ans à créer une maison, refaire un truc, tu t'es fait de la maçonnerie, plâtre, plomberie, électricité, tout ça. Je me dis que c'est quand même un peu con que vous fassiez pas les travaux et que vous alliez pas très en amont, en fait, limite pour construire, en fait. Tu pourrais te dire, ce serait séduisant de se dire que tu vas là-dedans, tu vois. Alors, nous, la promesse, c'est de faire tout l'immobilier, tu vois, peu importe. Donc, demain, on se dit, on fera même des murs de camping, des murs d'hôtel, on va faire de la construction, on va faire de la promotion, ça c'est sûr, tu vois, parce que c'est ce qui nous permet aussi de garantir la fiabilité des biens, de valider qu'il n'y a aucune problématique de gestion derrière. Sauf que si je commence à faire de la maîtrise d'ouvrage et de la promotion trop rapidement, je risque de perdre certains investisseurs parce que je vais leur demander de mettre de l'argent aujourd'hui pour des revenus qui ne vont intervenir que dans 24 mois sur les premiers revenus une fois qu'on aura construit et mis à la location. Ouais. Donc c'est intéressant pour une catégorie d'investisseurs qui sont plus sur une dynamique patrimoniale parce que par contre,
tu investis sur un prix au mètre carré faible au niveau de la construction. Et dès que tu as fini de construire, tu peux te dire que ton prix du mètre carré, si je devais revendre, il est plus intéressant. Donc le prix de la part va monter plus rapidement sur ces projets, mais tu n'auras pas des revenus immédiats. Et on n'est pas dans une dynamique de revente, de marchand de biens. Nous, on est vraiment là pour conserver pendant 50 ans tous les immeubles qu'on construit ou qu'on achète. Donc on le fera, mais pas tout de suite. Et est-ce qu'il y a intérêt à venir sur Brix tu vas me dire oui, évidemment. Non, mais maintenant, je vais dire au-delà. Alors, oui, je comprends tes campagnes d'intérêt, tes choses comme ça, mais plus, je sais pas, est-ce que ceux qui sont inscrits en amont sur la plateforme ont des priorités? Est-ce qu'ils vont gagner des choses que je vois pas plus tard parce que on y va comme on veut. Je sais pas si ma question est claire, mais ouais, non, t'as pas d'intérêt à être early. Ton seul intérêt, tu vois là actuellement, c'est qu'on a une disparité entre l'offre et la demande. Donc, on a beaucoup de demandes, peu de capacité en offre, ce qui fait que notre marché secondaire est très dynamique. Les parts se revendent à plus 10% là, sur le marché secondaire et la liquidité se fait sous 5 minutes. Donc, d'accord, donc ça veut dire que c'est quand même ça, oui. Donc, ceux qui ont investi tout début, là, ils prennent 10% en l'espace de 4 mois sur notre marché secondaire. Et ça, c'est pas de la bourse? Enfin, pour moi, c'est complètement, je sais pas, AMF, tu faut être solide dans ce que tu fais, du coup, j'imagine. On n'est pas agréé à AMF parce qu'on est sur des contrats on est sur une relation contractuelle qui est, alors dans le jargon juridique, tu vois, c'est du contrat de royalties. Okay. Donc c'est de la redevance, du droit à revenu futur. Okay. On a un agrément qui est un agrément IFP, donc intermédiaire en financement participatif. Et donc ça, c'est l'ORIAS. Voilà. Ok. Et donc, on se met en conformité là avec l'AMF maintenant pour aller sur l'Europe. D'accord, ouais. Donc, c'est pour aller acheter du coup des biens à l'étranger ou pour recevoir de l'argent depuis l'étranger, les deux? Les deux, ouais, les deux. Et là-dessus, ce contrat de royalties, donc est vraiment une particularité française, tu vois, qui avait été introduit à l'époque par une boîte qui s'appelle My Major Company. Ok. Donc, comme c'est une relation contractuelle, c'est vraiment du droit commun, mais c'est spécifique à la France. Donc sur les autres pays européens, tu vois, c'est pas quelque chose qui est démocratisé, ce mode d'investissement. Donc c'est la raison pour laquelle là, tu as un passeport européen et tu passes par l'AMF pour faire ça, oui. Et c'est là où en fait c'est... Et juste pour... on n'est pas sur un marché boursier parce que c'est du crowdfunding et que c'est encadré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un investisseur peut pas investir, tu vois, tu as des limites, peut pas investir plus de 2,5 millions par an. Nous, sur les projets, là, en France, tu peux pas faire des projets à plus de 8 millions d'euros par collecte. Donc là, tu vois, c'est les limites qui font que t'es pas dans de l'appel public à l'épargne et que t'as pas besoin de visa AMF pour chacune de tes opérations. Ce qui m'inquiète, moi, pour l'immobilier là-dessus, c'est, je t'en avais parlé, c'est qu'en fait, comme ça devient tellement liquide, c'est que, tu sais, c'est un marché quand même assez résilient, l'immobilier. C'est-à-dire que ça monte... alors, il y a eu des moments où ça s'est tombé d'un coup quand même assez vite, mais ça monte, mais doucement, tu vois, tu prends pas 20, 30%, 40% par an, enfin, comme ça peut être le cas en bourse, tu vois, où tu peux avoir des mois, là, en fait, en le liquidifiant à fond, on va se rapprocher probablement d'un endroit qui va faire fluctuer plus ou moins vite certains de tes biens au moins, ou peut-être des zones, je sais pas si t'arrives à 10% du parc dans ton ambition, ça va avoir des effets de bord assez incroyables. Ouais, c'est marrant de se projeter, même par rapport à la disruption des agences immobilières. Si tu possèdes tout un parc immobilier, les gens ils te contactent en direct pour faire de la location ou pour vendre et ils passent plus par une agence immobilière. Donc, tu vois, c'est peut-être le début d'une disruption là-dessus. Là-dessus, nous, on fait très attention, par exemple, sur notre marché secondaire. On a capé, par rapport à la valorisation qu'on donne d'une part, tu peux pas revendre à plus 10%. Pourquoi? Parce que, tu vois, ça n'a pas de sens que ça devienne spéculatif, la chose. Voilà, ok, très bien. On veut pas créer une bulle immobilière parce que quand tu fais quelque chose de spéculatif, tant que tout le monde se repasse la patate chaude, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu en as toujours un à la fin, en bout de chaîne, qui se fait avoir. C'est ça. Donc nous, il y a une revalorisation des immeubles qui se fait tous les 6 mois par un expert assermenté indépendant qui nous valide que
l'immeuble vaut tant et donc la valorisation de la part est tant et tu peux pas être déconnant sur ton prix de revente. Et on a l'historique, ça, de toutes ces valorisations, tu le vois sur ton interface? Ouais, bien sûr. Ouais. Et comment ça se passe? C'est une app, c'est un site, c'est les deux? Enfin, il y a le site, ça j'ai vu, mais tu as une app aussi? Il y a site, le site est responsive, on n'a pas encore d'app, mais tu vois, c'est pas forcément nécessaire, de toute façon. Ouais, on se dit que ça peut être cool, mais c'est en projet 2022, ouais. Écoute, vous avez quand même bien pensé à tout, parce que cette histoire de liquidité, j'avoue que en effet, tu peux créer des bulles et ça pourrait être inquiétant. J'allais m'inscrire, mais en fait, avant de m'inscrire, je vais quand même te demander, je t'en avais parlé, hein, mais tu peux me filer un code, la martingale, ou quelque chose comme ça, pour les auditeurs? Ouais. Mais je sais pas ce que tu peux mettre en face, c'est ça la question. Parce que tu peux pas m'offrir un truc, tu vois, si tu peux, des pourcents, je sais pas, je me rends pas compte. Bah nous, il y a un code, donc on va mettre en place un code de la martingale, et tu vois, on peut offrir 1% de bonus, donc de revenus reversés sur les investissements des 3 premiers mois, par exemple, qui sont faits par tes auditeurs. Ok, très bien. Donc en fait, tous les auditeurs, tu vois, s'ils mettent une somme d'argent sur les 3 premiers mois, ils récupéreront 1% de bonus à leur investissement. Oui. Très bien. Bon, bah écoutez, voilà, vous aurez ça, la martingale, du coup, faut que j'attende qu'il soit en place. On va attendre la sortie de l'épisode pour m'inscrire quand même et tester un peu tout ça. On a fait un bon tour. J'ai oublié des questions. J'ai à peu près posé tout, je crois. Moi, ce qui m'intéressait. On n'est peut-être pas revenu sur la blockchain. Tu m'as dit que c'est un truc que vous regardez ou plus tard, ou tu dis finalement il n'y en a pas besoin. Non. Il y a des fees en plus autour de ça qui sont importants potentiellement aussi dans la blockchain, je veux dire. Ouais, tu vois, il y a beaucoup la blockchain Ethereum est très critiquée parce que tu as des frais importants liés aux transactions. C'est en train de changer, semble-t-il. Ouais, tu as d'autres blockchains, tu as des layers qui arrivent pour que ça soit plus fluide. Effectivement, nous, l'objectif, c'est quand même de digitaliser un maximum de propriétés et d'avoir un marché qui est important. Et sur la blockchain, tu as quand même des capitaux très importants du fait que certains ont fait beaucoup d'argent. Donc c'est dommage qu'on passe à côté de cet argent-là et de potentielles personnes qui sont aussi en recherche de diversification. C'est-à-dire que quand tu es rentré sur du Bitcoin très tôt et que tu as gagné beaucoup d'argent, tu te dis, nous, tu vois, ça nous arrive tous les jours de personnes qui nous appellent et qui nous disent je veux diversifier mon portefeuille, j'aimerais avoir un truc un peu plus balancé et de l'IMO, ça me va assez bien. Sauf que là, tu peux pas. Si, selon les blockchains, tu pourrais maîtriser, mais par exemple, je reviens sur cette bulle, tu peux pas forcément bien maîtriser ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire que si je peux le vendre ailleurs que chez toi, c'est le principe de la blockchain. Voilà. Ce qu'on regarde, c'est que par contre, on ne te permettra pas de vendre ailleurs. En tout cas, nous, dans la façon dont on veut le faire, c'est qu'on veut vraiment encadrer la revente, que ça soit sur notre plateforme pour pouvoir revendre, même si c'est tokenisé derrière. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il faut que ça soit compliant, donc en accord avec les autorités européennes et françaises. Donc ça veut dire tu auras quand même à faire un KYC pour qu'on puisse connaître les détenteurs de... Le KYC, donc Know Your Customer, donc c'est quelque chose que tu dois il faut connaître remplir. Les clients. Et ce qui plaît à beaucoup sur la blockchain, c'est ce côté très pseudonyme. En tout cas, on t'a pas directement le nom, le prénom, tu sais pas vraiment qui est derrière la détention. Et ça, on regarde, mais il y a des chances que tu vois, ça soit pas possible, en tout cas sur le territoire français. Donc, même si tu investis via des cryptos, il faudra quand même qu'on connaisse ton identité. Très clair. Est-ce que t'as une martingale toi-même, parce que tu m'as raconté que tu avais notamment arrêté l'IMO du coup en perso. Alors, moi, j'arrête l'IMO en perso parce que je me rends compte que je peux le faire avec Brix et que je vais pas dire à des personnes qu'on va digitaliser l'immobilier pour moi-même me recréer des sociétés bien physiques à côté pour investir. Non, alors, moi, la martingale, forcément, la première des martingales, c'est d'arriver à mettre de l'effet de levier et de s'endetter au maximum, tu vois, de sa capacité pour investir. Donc ça, je recommande à n'importe qui de le faire avant même d'investir sur Brix. Vous viendrez après, une fois que vous serez au taquet. Et la vraie martingale, moi, que j'ai découverte et que j'ai déjà mise en pratique. Je note, juste, tu vas revenir sur ta vraie martingale, mais je le note, tu dis même avant de venir sur Brix, donc c'est intéressant, c'est-à-dire que même, et tu vois, on le dit jamais assez, mais si c'est pour acheter un studio dans une ville de région à 20-30 000 euros avec 1 000 euros d'apport, si vous pouvez le faire, faites-le. Quoi. Ouais. Achetez-le bien. En revanche, faites attention, négociez-le fort, achetez des trucs qui sont bien foutus, en bon état, etc. Mais voilà. Bah, tu vois, tu me fais penser, j'ai 2 martingales. Moi, j'ai acheté 2 immeubles à côté de Tarbes, donc 65. En fait, tu vois, c'est contre-intuitif. Les gens se disent,
je vais pas investir dans des zones qui me paraissent un peu déshéritées, un peu en province. En fait, l'immobilier, tu as ce côté très passionnel, affectif. On n'est pas entre Parisiens là, je le rappelle que tu habites à Montpellier, donc c'est non, bon. Mais moi j'habite à Montpellier, on n'est pas entre Parisiens, mais les premiers biens que j'ai achetés, c'était à Montpellier. Pourquoi ? Parce que soit tu investis proche de chez toi parce que tu connais la zone, soit tu investis dans des grosses agglomérations. Et ça, je pense que c'est peut-être la bêtise que les gens font parce qu'il y a quelque chose d'affectif, alors que finalement, si tu sors un peu des sentiers battus, tu vois, Tarbes, il y a quand même 30 000 habitants, tu as des gros rendements parce qu'en fait, l'immobilier, c'est l'offre et la demande. Donc, si j'ai moins de concurrence sur l'acquisition, je peux mieux négocier les prix, j'ai des meilleurs rendements. Et moi, quand je parle à certaines personnes en grande ville, elles me disent « Ah ouais, mais t'es fou, la vacance locative à Tarbes, elle doit être elle doit être monstrueuse. » C'est ce que je pensais. Et voilà. Et tu vois, c'est contre-intuitif. Je leur dis « Mais non, c'est le contraire. C'est que j'ai bien plus de vacances locatives sur mes appartements qui sont à Montpellier. Pourquoi ? Parce que Montpellier, c'est des étudiants, c'est des gens qui payent cher pour une petite surface et qui aspirent à partir à la campagne. Ça tourne, quoi, oui. Alors qu'à Tarbes, pour 400 €, t'as un 60 mètres carrés. Donc, tu peux avoir facilement une famille avec un enfant qui, en plus, va avoir une partie prise en charge par la CAF. Donc, en fait, ça te coûte rien de payer un loyer. Et donc, c'est des personnes qui restent 8 ans, qui restent 10 ans dans leur appartement. Donc, ton rendement est bon parce que ton prix d'acquisition était pas très élevé. Et en plus, t'as très peu de rotation. Donc, c'est contre-intuitif, mais j'encourage à acheter en dehors des grandes agglos. Et le mieux, c'est de se dire, j'achète en dehors des grandes agglos, mais si possible, à proximité, comme ça je peux même bénéficier de ce ruissellement de l'agglo qui va grossir. Ça, c'est ma première martingale. Et seconde martingale, ça c'est le top du top quand tu es arrivé à ton effet de levier max, c'est d'arriver à faire de la vente à terme. La vente à terme, qu'est-ce que c'est ? C'est le vendeur. Il a un petit sourire là, je vous dis pas, il va nous sortir un truc. Je l'ai fait une fois, j'étais très fier de moi, de mon ego. La vente à terme, c'est tu dis au vendeur de se substituer à la banque. Donc tu vas voir un vendeur, il veut vendre son appartement 200 000 €, tu vas lui dire écoute, je te fais pas de négo, je te l'achète pas 200 000, je te l'achète 220 000 à la condition que je te l'achète sur des échéances qui sont programmées. Donc par exemple, on se définit pendant 15 ans, je vais te verser comme un viager, mais en tout cas tu peux occuper le bien immobilier, je vais te verser 1 000 € par mois pendant les 15 prochaines années. Et en fait, tu lui achètes comme ça, de manière programmée son bien immobilier. Il y a certaines personnes qui sont enclins, tu vois, qui n'ont pas forcément d'argent, qui vont être enclins à ce modèle-là. Et finalement, plutôt que d'avoir fait un financement avec la banque, c'est le propriétaire directement qui joue le rôle de la banque. Donc tu le rémunères, donc tu acceptes de payer un peu plus cher pour qu'il fasse ça. Et si t'es pas trop mauvais, tu peux même arriver à trouver une opération qui s'équilibre en mettant un locataire dedans. Et donc là, c'est pas du tout la banque qui t'a financé, mais tu as le même principe d'échéancier que si tu étais passé par une banque, sans les inconvénients. Tu vois, tu payes pas un taux d'intérêt à la banque, t'as pas d'hypothèque, et c'est le vendeur qui t'a fait son échéancier. Et qu'est-ce qui te fait ça, le contrat ou tout ça, ça doit se trouver en ligne? Les notaires en plus ont l'habitude. Okay. S'il est pas trop mauvais, ton notaire il a déjà fait, donc t'as des contrats assez classiques. Donc si t'arrives et tu vois, je vais pas faire de pub pour un site internet, mais il y a quelques sites internet, si tu tapes vente à terme, qui sont spécialisés. Tu peux y aller, moi je m'en fous, hein, si tu vois, René Coste Viager, qui sont les plus connus sur le viager, te proposent aussi des offres sur de la vente à terme. Forcément, eux, ils sont intermédiaires, donc ils prennent une commission. Donc le mieux, c'est d'arriver à trouver un propriétaire en particulier et de lui dire, écoute, est-ce que t'es chaud pour... Ou même, tu vas sur Le Bon Coin et tu tapes vente à terme et tu vas avoir pas mal d'offres de propriétaires qui sont enclins à faire ça pour vendre leurs biens immobiliers. Alors c'est très rare, il n'y a pas beaucoup de pépites, mais si tu arrives à faire ça, tu fais une nouvelle acquisition qui est autofinancée alors que la banque te prêtait pas. Donc c'est compliqué à mettre en place, ça prend un peu de temps à trouver le bon truc, mais si tu arrives à le faire, c'est que du bonus. Superbe martingale de Cédric O'Neill. On te suit sur LinkedIn? Ouais. Ailleurs, Twitter ou non? Je suis pas sur Twitter, je suis pas sur Facebook, Instagram, donc Cédric LinkedIn. O'Neill, voilà, il est dans mon réseau si vous voulez. Ajoutez-moi d'ailleurs au passage, je vous le dis jamais assez, hein, Mathieu Stéphanie. Vous pouvez me suivre. Et puis voilà. Et puis écoute, on mettra toutes les coordonnées, brix.co, le petit code promo, la martingale, et sur lequel je touche rien, je précise. Qu'est-ce qu'on met? On met la martingale ou juste martingale? Écoute. On a dit la martingale tout à l'heure, on va rester sur la martingale. Tu peux peut-être mettre les deux d'ailleurs, ça changera
changera peut-être pas grand-chose. Ouais, voilà, comme ça, on n'aura pas de problème. Je fais de l'UX, moi, tu sais, c'est mon métier. Et merci Cédric, c'était cool. Il a fait le déplacement de Montpellier aujourd'hui, spécialement pour cet épisode. 4 ans que j'étais pas revenu à Paris. 4 ans, c'est vrai. Donc, exprès pour toi. Ce sera trop sympa. Écoutez, exprès pour vous, hein, surtout. Donc voilà, exceptionnellement aussi, on a un épisode un peu plus long mais passionnant. C'est quand même assez fou tout ce qu'on va voir. Je suis impatient de voir ce qu'on va pouvoir fractionner encore après. Toi, tu dois y penser aussi un peu, mais peut-être d'autres choses. Et puis en effet, on verra peut-être des aéroports. J'ai bien aimé ce que tu disais sur le. En fait, j'ai bien aimé ce que tu disais sur la caissière et se dire en fait que tu peux acheter un bout de ton magasin ou du siège. En fait, à un moment, tu pourrais fractionner quand même. Tu changes de paradigme. Tu peux fractionner du coup, pour tes employés, des gros groupes pourront fractionner des choses pour faire des choses. Tu vois, là, on est en train de se dire, là, on grossit très vite, il nous faut des nouveaux bureaux. Je suis en train de dire à mes employés, écoutez, on va prendre des bureaux et c'est vous qui allez les financer. Et donc, les loyers que la boîte va payer, ils iront directement dans votre poche. Donc ça, faut l'organiser. Si tu vois, moi, si je faisais un concurrent, alors peut-être que j'aurais tort parce que c'est B2B et c'est pas complètement con à proposer ça. Ah, c'est super. T'incentives tes employés. Il y a une vraie valeur. Tu es sûr qu'ils sont contents de venir bosser dans ta boîte. Donc, non, il y a vraiment des choses à faire. Sur les cas d'usage, sont vraiment variés. Puis je pense qu'ils traitent bien tes bureaux, du coup, puisque c'est à eux, quoi. C'est à eux, c'est ça, exactement. Oui, mes employés traitent bien nos bureaux, hein, nos collaborateurs. Mais bon, très bien. Écoute, merci Cédric. Plein d'idées, cet épisode. Je te remercie, c'était passionnant. Écoute, à bientôt. C'est cool, Mathieu. Je passerai voir à Montpellier, du coup. Allez, génial. On regardera aussi, je t'ai pas posé les questions sur où t'acheter, etc. Mais tout ça est sur le site de toute façon de Bricks.co. Je recevais en fait déjà moi parce qu'on a dû échanger quand même des deals qui venaient sans être inscrits, je crois. En tout cas, il me semble que je recevais un nouveau deal est en cours ou arrive. Vous envoyez des alors, emails. Je sais pas ou alors je suis inscrit peut-être. Ouais, tu dois être inscrit. On spamme pas d'habitude, non, mais bon. Bon, allez-y en tout cas. Et puis à la semaine prochaine sur La Martingale. Salut Cédric, c'était vraiment très cool. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.